À la question d'info, alors il était l'inconnu de la primaire, il est peut-être en train d'en devenir l'intrus. En tout cas, ses propos sur les lobbies sionistes et aussi son indulgence à l'égard du Front National ont l'air de semer le trouble chez ses concurrents républicains. Eh bien, Jean-Frédéric Poisson a-t-il encore sa place dans la compétition? Le président du Parti chrétien-démocrate est justement candidat à la primaire de la droite et du centre et justement aujourd'hui l'invité de Question d'info. Et à mes côtés, pour vous interroger, Monsieur Poisson, Françoise Fressos du Monde, Frédéric Dumoulin de l'AFP et Yael Gauze de France Info. Bonjour Jean-Frédéric Poisson. Bonjour. On a l'impression, à vous lire, à vous écouter depuis 10 jours, que vous avez constamment la même technique qui consiste à flirter avec la ligne jaune et hop, vous êtes recadré par la haute autorité et hop, vous rétractez. On aimerait connaître vos vraies convictions, c'est le but de l'émission aujourd'hui. Première clarification qu'on aimerait avoir avec vous, est-ce que vous soutiendrez le vainqueur de la primaire le 27 novembre? Oui, j'ai dit oui déjà, et à chaque fois qu'on m'a posé la question, je l'ai dit en ces termes. Pas toujours aussi clairement. J'ai une signature, oui, je me suis expliqué sur cette formulation également. J'ai une signature, une parole. Personne n'a jamais pu me mettre en défaut de ne pas avoir respecté l'une ou l'autre. J'ai signé la charte des primaires et pour des questions qui tiennent, des raisons qui tiennent, au devoir que je me fais de respecter mes engagements, je soutiendrai celui qui aura gagné la primaire. Pour être parfaitement clair, si c'est Juppé, vous soutenez Alain Juppé. Alain Juppé, je soutiendrai Alain Juppé. En particulier, mes amis et mes soutiens ne comprendraient pas que je ne respecte pas mes engagements parce que c'est ma ligne personnelle. Maintenant, donc vous dites plus sur Juppé, on verra. Maintenant, j'aimerais pouvoir le faire pour des raisons politiques plus nombreuses que les raisons éthiques qui me pousseront à le soutenir. Alors on parlera après justement des différences de programmes, de projets, des différences politiques entre vous. On poursuit avec Frédéric Dumoulin. Deuxième petite clarification, vous avez dit sur RTL lundi matin que vous choisiriez le plus honnête entre Hollande et Marine Le Pen. C'est qui le plus honnête en fait? Ça reste à déterminer. En tout cas, ce qui on n'avait pas compris ça. On avait cru comprendre que pour vous, François Hollande n'était pas honnête et Marine Le Pen était plus honnête. François Hollande a démontré son incapacité à diriger l'État. C'est pas pareil que l'honnêteté, c'est pas le même. Non mais c'est pas le même concept. Vous parlez d'éthique personnelle. C'est un peu ça aussi. C'est l'éthique personnelle. Je termine ma réponse si vous voulez bien. François Hollande a démontré son incapacité à diriger l'État. Il n'est pas question que jamais de ma vie je mette un bulletin dans une urne qui porte le nom de François Hollande, pour toutes les raisons qui tiennent à sa manière de diriger, à son absence de volonté politique, à son inconscience dans l'exercice de sa fonction, et tout un tas d'autres raisons qui apparaissent d'ailleurs dans le livre qui a été publié récemment. Maintenant, donc même face à Marine Le Pen Même face à Marine Le Pen, je ne voterai pas François Hollande, jamais. Et vous voteriez Marine Le Pen? Je vote habituellement en raison de convictions qui sont partagées ou pas. Je constate que, et je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, il y a entre le Front National et Marine Le Pen d'un côté et moi de l'autre côté des divergences de principe qui sont, je crois, irréconciliables. Donc même si ça pouvait en théorie s'envisager, je ne vois pas comment je pourrais, dans une élection, faire ce choix. Et quand vous faites ces césures, vous dites jamais François Hollande. Vous dites également jamais un candidat socialiste? Non, si c'est Manuel Valls, par exemple. Écoutez, moi je fais de ces affaires des questions de projet. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont on voit la France, dont on veut la redresser. Et c'est pour ça, et pour venir vous parler de ça aussi ce matin, je suppose que vous m'avez invité. Donc, c'est pas un problème d'étiquette. C'est même plus un problème de personne, d'une certaine façon. C'est aussi la manière de voir le redressement de notre pays. Vous parlez d'honnêteté. Il y a des socialistes honnêtes ou pas? Oh bah oui, évidemment. Manuel Valls, si vous pourriez voter pour lui, si le cas se produisait d'un second tour. Écoutez, on verra bien. Enfin, là encore, pour le coup, on verra bien s'il est candidat, s'il passe le deuxième tour, etc. Je m'intéresse encore une fois à la manière dont tous les candidats potentiels voient la réforme. Et on va parler aussi de vous, mais d'abord autre chose. Françoise. À propos de François Hollande, Nicolas Sarkozy ce matin dit François Hollande a commis une forfaiture en révélant des informations qui auraient dû rester secrètes. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Complètement. Et je pense mais complètement, ça veut dire vous dites quoi précisément? Je dis que ça relève effectivement d'un manquement extrêmement grave au secret qui est le mode normal de l'exercice. Forfaiture ou pas? Ça relève de la justice? Ça devrait pouvoir relever de la haute cour, en tout cas, oui. Ça relève ou ça devrait relever? Je ne sais pas, parce que j'ai pas regardé en détail, mais en tout cas, il y a quelque chose qui touche. Donc après son mandat? Il y a quelque chose qui touche à un manquement extrêmement grave dans l'exercice fonctionnel. Haute cour? Donc effectivement, après son mandat. Pourquoi vous n'êtes pas au bout de la logique dès maintenant, c'est-à-dire en activant les articles de la Constitution qui le permettent, un impeachment à la française? Pourquoi vous n'allez pas au bout de cette logique? Parce que, encore une fois, j'ai pas regardé cette question de près. J'ai pas eu le temps d'étudier les différentes procédures. Ces procédures, de toute façon, prennent du temps.
elles sont extrêmement graves et je ne suis pas certain qu'on puisse se payer le luxe par les temps qui courent d'empêcher le président de la République, même si je me demande s'il y en a encore un. Mais alors justement, par rapport au président de la République, il y a un certain nombre de déclarations de dirigeants, là on parle des Républicains, Bruno Le Maire qui dit « j'ai plus de respect pour François Hollande ». Vous dites la même chose? Oh oui, mais je crois vous avoir dit il y a quelques secondes que effectivement, il était sans doute le pire président de la République, de la Ve République, et sans doute un des pires de l'histoire de France. Il rendra la France dans un état de défiance, de peur, de division, de fracture sans équivalent. Et en plus, il le fait avec une espèce de négligence et de distance, enfin dans une position de spectateur qui est pour moi très très difficile à comprendre. L'antithèse de la manière dont j'envisage la fonction présidentielle. Autre question concernant le président des Républicains, Laurent Wauquiez. Est-ce que vous diriez comme lui, et il l'a dit devant Gérard Larcher, que s'il arrivait quelque chose à François Hollande, c'est Laurent Wauquiez qui parle, le fait que Gérard Larcher soit le nouveau président de la République ne serait pas forcément une mauvaise affaire, et ce sont des mots de Laurent Wauquiez. Est-ce que vous dites pareil? Alors, j'ai beaucoup d'amitié et d'estime pour Gérard Larcher, tout le monde le sait. Oui, vous êtes élu du même département. Oui, on est même dans la même ville. Je pense qu'effectivement, sa sagesse et sa distance raisonnable par rapport aux choses en ferait un bien meilleur chef d'État que François Hollande, fût-ce par intérim. Mais sur la méthode, sur la manière. Il n'est pas encore mort, hein, monsieur Hollande. C'est ça que sous-entend Laurent Wauquiez, c'est que parler aujourd'hui de... Attendez. Vous me demandez le point de savoir si Gérard Larcher ferait un bon chef d'État. Non, c'est la déclaration. Est-ce que Laurent Wauquiez a le droit de surfer sur des choses aussi morbides et qu'il laisse la place à Larcher. Faites-moi cette grâce et cette amitié, s'il vous plaît, de ne pas passer mon temps à commenter les déclarations des amis. Choqué. Oui, c'est possible et je le comprends parce que quelle que soit la faiblesse, encore une fois, du chef de l'État actuel, on ne peut pas souhaiter à la France d'entrer dans une crise encore plus profonde que celle qu'elle connaît aujourd'hui. Alors on poursuit avec les clarifications, peut-être Yael? Oui, troisième clarification. Vous avez demandé pardon à la communauté juive après 4 jours de polémique sur vos propos tenus dans Nice Matin à propos d'Hillary Clinton soumise aux lobby sionistes. C'est la haute autorité qui vous a forcé la main pour vous excuser. Vous aviez peur d'être sanctionné? Non. Vous regrettez sincèrement? L'homme que je suis ne demande pas pardon à la légère. J'ai eu un certain nombre de messages de mes amis qui ont été blessés par les propos que j'ai tenus. J'ai été ému par ces messages. J'ai compris à ce moment-là qu'il y avait une forme de réparation à entamer auprès d'eux, et je l'ai fait. Parce que ça vous excuse? C'est encore mieux que ça, monsieur Aziza. C'est pas à moi d'apprécier si ça vaut ou pas. J'ai dit tout ce que je pouvais dire maintenant. Mais excusez-moi, monsieur Poisson, c'est quand même déconcertant votre style, parce qu'on a l'impression que vous dites des choses que vous pensez vraiment. Mais madame, par ailleurs, après, sur le fond, vous jugez la réaction, puis après vous rétractez. C'est comme ça qu'on fait de la politique. Vous dites que vous gagnez sur les deux tableaux, puisque je me permets de continuer là-dessus. Civitas a appelé la semaine dernière à voter pour vous, en disant notamment que ça perturberait la primaire et que ça permettrait en fait de faire la nique au CRIF. Donc en fait, vous y gagnez quelque part. Laissez Civitas dire ce qu'ils veulent. Ils disent par ailleurs dans le même communiqué, je crois que je ne suis pas fréquentable, donc il faut... Alors expliquez-nous votre stratégie. C'est pas un problème de stratégie, madame. En général, et vous me connaissez assez, surtout ici, sur LCP, je ne parle pas à la légère. Quand j'aborde un sujet, c'est que j'estime être suffisamment documenté pour le faire. J'ai lu avec une très grande attention les déclarations de Mme Clinton depuis 1 an sur le Proche-Orient. En particulier ce discours qui, même dans la presse française, a eu des répercussions et a suggéré ou provoqué des critiques très sévères à l'égard de Mme Clinton, même dans une presse qui n'est pas droitière, pour le coup. Il y a eu des critiques, je vais vous expliquer les choses. Il y a eu des critiques, notamment sur le site d'Alain Soral et de la part de Pascal Boniface. Non, pas seulement. Si vous allez sur Mediapart, il y en a d'autres. Dans la presse américaine, même gauchère, il y en a d'autres. Enfin, il y a aussi un certain nombre de choses de cette nature. Je considère que la politique de Mme Clinton, la façon dont elle envisage le Proche-Orient, est déséquilibrée et dangereuse pour la paix au Proche-Orient. Je regarde la manière dont elle parle du Proche-Orient et je constate que lorsque elle parle de ce sujet devant un des plus gros groupes de pression américains en faveur d'Israël, c'est-à-dire l'AIPAC, elle a un discours qui est peut-être parfois plus droitier que celui de Benjamin Netanyahou lui-même, ce que je considère moi comme problématique. Et je réclame le droit, dans le débat public, d'examiner la politique de Mme Clinton, de considérer que même si
Je suis attentif à la sécurité de l'État d'Israël et le droit de vivre dans ses frontières. Je suis aussi attentif au fait que les Palestiniens soient traités dignement. Je suis attentif à ce que les résolutions de l'ONU soient appliquées, y compris sur le territoire israélien. Et je ne crois pas que ça soit critiquable. Pardon, j'ai pas terminé. Mais je serai bref. Une fois que je dis ça, j'ai employé une formulation qui a été blessante pour un certain nombre de personnes. J'ai tenu à dire ce que j'en pensais et à dire chez vos confrères de France Info l'attitude qui était la mienne par rapport à ça. Je l'ai fait sincèrement parce que je ne calcule pas ce genre de choses. Maintenant, sur le plan de la politique étrangère et sur la manière dont Mme Clinton envisage le Proche-Orient, je continue de penser qu'il y a un problème. Et est-ce que vous diriez de la même façon que Mme Clinton, vous avez dit, était soumise à des lobbies sionistes, est-ce que vous diriez qu'en France, il y a des personnalités politiques qui sont soumises aussi à des groupes de pression? Non, mais je n'ai à aucun moment parlé de la politique française. Je connais suffisamment les communautés juives en France, et en particulier celle de ma circonscription, celle de Morpa pour ne pas la citer, pour savoir que la recrudescence de l'antisémitisme en France les inquiète. Les inquiète au point que beaucoup d'entre eux se demandent s'ils ne vont pas aller ou retourner en Israël pour être à l'abri de ça. Je les connais suffisamment pour savoir que la montée d'une certaine forme d'islamisme agressif à leur égard les inquiète, et que tout ce qui pourrait d'une manière ou d'une autre leur faire revivre une ambiance qui est celle des années que nous voulons tous oublier, tout ça provoque chez eux une sensibilité extrême. Je comprends ça, je les ai entendus, ils m'ont dit je ne sais pas combien de fois. Et donc, je ne parle pas de la situation française que je connais, je parle de la politique américaine. Le tort que j'ai eu, je vais vous dire, c'est d'employer des mots qui sont habituels dans la vie politique américaine et qui sont dans la politique française connotés de manière négative. Revenons quand même 2 secondes sur cet appel, on va pas y passer sur 7 ans, mais l'appel de Civitas, il faut quand même dire ce que c'est Civitas. C'est un mouvement catholique qui est considéré comme intégriste. Oui, c'est exact. Enfin, pas seulement intégriste, il est raciste, intégriste, antisémite, homophobe, est-ce que vous récusez les voix que vous apportez Civitas? Ça marche pas comme ça. Ils sont 165 000 adhérents quand même, c'est pas mal. Oui, je sais pas combien ils sont. Je ne les connais pas. Je n'ai jamais rencontré leurs responsables. Je n'ai pas de commentaires supplémentaires à faire. J'ai dit que ce soutien visait, je pense, davantage à m'affaiblir qu'autre chose, donc ça répond à votre question. Est-ce que vous dites le mail a été envoyé, le communiqué a été envoyé par mail à 165 000 personnes. Est-ce que vous dites à ces personnes et au président de Civitas, Alain Escada, donc proche d'Alain Soral, pétainiste, intégriste, raciste, antisémite, homophobe, est-ce que vous dites je ne veux pas de vos voix? C'est-à-dire tout ce que je ne suis pas? Oui, mais est-ce que vous leur dites je ne veux pas de vos voix? Mais c'est une phrase, c'est curieux cette phrase, monsieur Azila. Je n'ai pas à dire je ne veux pas de vos voix. Les électeurs sont libres. Ah oui. Je leur dis simplement, je l'ai déjà dit, donc je répète, mais je n'aurais pas y passer la journée non plus. Mais monsieur Passon, vous comprenez quand même que ça pose un problème. On n'arrête pas de parler depuis une semaine. Est-ce que monsieur Bayrou est gênant ou pas pour la primaire? Et là, en fait, c'est Civitas qui vient vous soutenir. C'est quand même d'une autre nature que monsieur Bayrou. Ce soutien, je le maintiens et fait, je pense, davantage pour m'affaiblir qu'autre chose. Alors pourquoi vous ne le récusez pas? Pourquoi vous dites non, venez pas voter pour moi? Ça serait une forfaiture que des gens qui... D'ailleurs, est-ce que Civitas partage les valeurs de la droite et du centre? Pour un certain nombre d'entre elles, non, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression, mais enfin, il y a les électeurs de gauche non plus qui partagent pas les valeurs d'un vote du centre et qui viendront quand même voter à la primaire. Mais donc, enfin, vous mettez quand même pas les électeurs de gauche et les électeurs de Civitas mais monsieur, au même plan. Je fais la différence entre ce que peut penser ou afficher un mouvement, ce que sont ses membres, les distances qu'il peut y avoir entre... Enfin voilà. Je ne suis pas, moi, sur ce mode-là. Donc, s'ils viennent voter pour vous, s'ils viennent voter, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est leur liberté. Est-ce que vous, le Jean-Frédéric Poisson de 2017, pourrez gouverner avec le Front National? Non, ça m'étonnerait, ça. Ça m'étonnerait parce qu'il y a beaucoup trop de différences. Qu'est-ce qui vous dites sépare? Ça m'étonnerait, vous ne dites pas ça ne se fera pas, vous dites ça m'étonnerait. Est-ce que vous pourriez? La question est au conditionnel, je réponds au conditionnel. Ça m'étonnerait parce que... Lorsque vous la posez au présent, est-ce que vous pouvez gouverner avec Marine Le Pen, Front National? Je ne vois pas comment. D'abord, quand Marine Le Pen dresse la liste des élus avec lesquels elle est prête à gouverner dans l'opposition, mon nom ne figure pas dans cette liste. Ça va peut-être venir. Marion Maréchal va peut-être vous aider. Mon nom ne figure pas, premièrement. Deuxièmement, sur la laïcité, sur l'éducation, sur l'économie, sur la peine de mort, qui sont pour moi des questions presque de principe, sur la manière de gérer l'affaire de l'euro et la question de l'Europe. Ça, ce sont des affaires de gestion politique. Donc tout ça peut se... Il y a tellement de différences que
Enfin, je vois pas comment ce serait possible. Alors pourquoi vous avez dit récemment, de manière assez ambiguë, en parlant d'un cordon sanitaire qui n'avait plus lieu d'être entre les Républicains et le Front National? Parce que je pense que lorsque on traite un parti politique, il y a des élus qui sont validés par les électeurs, par le Conseil constitutionnel, dont les élections ne sont pas annulées, qui portent dans le débat public un certain nombre de préoccupations. On n'a pas le droit d'écarter ces préoccupations au motif de l'identité de celui qui les porte dans le débat public. Ce qui ne veut pas dire, par ailleurs, qu'on est d'accord avec tout, et ce qui ne veut pas dire qu'on envisage des accords électoraux avec cette formation. C'est un parti comme les autres, pour le dire simplement? Écoutez, il a des élus dans la République. Il n'est pas comme les autres au sens où il défend des convictions qui ne sont pas celles des autres, mais par ailleurs, sur le plan institutionnel, oui, je vois pas très bien. C'est un parti républicain. C'est un parti d'extrême droite. Mais c'est pas moi, c'est pas. Écoutez, c'est pas moi d'en juger. Enfin, j'espère qu'on va bientôt passer à autre chose parce que tout ça n'a pas beaucoup d'intérêt, je pense, pour les Français. Est-ce que le Front National est un parti d'extrême droite? Je n'en sais trop rien, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de savoir quel projet il défend. Moi, je ne suis pas dans la condamnation, ni je fais pas de morale sous ce rapport. Je dis simplement, j'ai exprimé un certain nombre de différences de principe et de gestion politique avec le Front National. J'attends d'ailleurs que mes 6 concurrents fassent la même chose. Qu'est-ce qui ferait que vous pourriez dire que c'est un parti d'extrême droite, le Front National? Le fait que, enfin, si on assimile les visées qui seraient racistes, xénophobes, etc., à sa ligne politique, alors si effectivement il les maintenait, il serait certainement l'extrême droite. Mais j'ai cru comprendre que ça avait été évalué. La peine de mort? Non, ça dépend. La peine de mort, vous savez, c'est complexe, tout ça est transverse. Il y a beaucoup de gens qui ont jamais été d'extrême droite de leur vie et qui sont favorables à la peine de mort. Tout ça n'est pas si simple que ça. Enfin, est-ce que le Front National est plus républicain que le Parti socialiste? J'en sais rien. Comment voulez-vous que je sache ça? Si c'est pas plus vous êtes républicain. Un acteur politique, vous voyez un peu ce qui se passe autour de vous? Oui, enfin, je sais pas très bien ce que ça veut dire républicain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on respecte les institutions. Oui. Est-ce que le Front National est irrespectueux des institutions? C'est pas mon sentiment, mais je crois que c'est pas comme ça que la question se pose. Est-ce que vous vous sentez plus proche d'Alain Juppé ou de Marion Maréchal Le Pen? C'est la dernière question à laquelle je répondrai sur ce sujet parce que il y en aura d'autres choses. Il y aura d'autres sujets. Il y aura d'autres sujets, vous inquiétez pas. Très bien. Mais comme je vois le temps qui tourne, il y a aussi de parler du fond. Et là, on n'est pas sur le fond. Et là, on est sur le fond. On est sur l'éthique, donc on est sur le fond. Oui, je sais pas je vois pas ce qu'il y a très bien d'éthique là-dedans. Si on cherche à voir quel est le portrait du candidat qui est face à nous, c'est Alain Juppé porte une vision de la France que je ne partage pas, en tout cas sur un certain nombre d'éléments importants. Lesquels, par exemple? Il ne considère pas que le choc migratoire qu'a connu la France depuis 20 ans soit un problème pour notre pays. Et moi, je considère le contraire. Il ne considère pas que la proximité avec les frères musulmans soit un problème. Moi, je considère que c'est un problème. Il ne considère pas que le changement de cadre européen soit nécessaire. Moi, je considère que c'est nécessaire. Donc ça fait 3 éléments sur lesquels... Donc 3 arguments pour rejoindre Nicolas Sarkozy dans l'entre-deux tours. Ça fait 3 éléments sur lesquels il est quand même difficile de s'entendre en termes de proximité. Si Alain Juppé devient président de la République, ça aggravera si vous voulez bien éviter de poser 4 questions à la fois, parce que je suis multitâche, mais jusqu'à un certain point seulement. Donc je dis que effectivement sur ces points, j'ai des divergences de fond avec Alain Juppé. Et ça va être très difficile du coup de le rallier, sauf s'il fait des gestes en votre direction, c'est ça? Ben oui, mais j'ai aussi expliqué cette mécanique-là. Je pense que la raison de ma présence dans la primaire, elle tient au fait que j'ai la volonté d'infléchir le projet de celui ou celle qui gagnera cette élection primaire en vue de la présidentielle. Si jamais effectivement je n'étais pas finaliste, eh bien je solliciterai les 2 candidats qui seront finalistes au soir du 20 novembre. Et je leur demanderai la manière dont ils comptent traiter des sujets. Vous leur poserez un certain nombre de conditions précises? Oui, madame. Lesquelles? Je poser des questions. Lesquelles? Nous verrons. Mais on va reparler de nous verrons le 20 novembre soir. 3 thématiques que vous avez. Une question d'autres, on verra. Une question de Yael Gauz. Tout ça dépendra aussi du contexte du premier tour, des résultats. Enfin, mais on va parler encore de le 12 décembre prochain, vous ferez quoi? Allez, ça recommence. C'est normal. Monsieur Gauz, j'ai répondu déjà, donc je vais en une phrase. Le 12 décembre prochain, je présiderai le Conseil de communauté de l'agglomération de Rambouillet-Territoire qui est à l'ordre du jour depuis le mois de septembre dans mon agenda. Alors, à l'origine, dans votre agenda, il y avait un meeting commun à la mutualité avec Robert Ménard, avec le mouvement appelez la direction générale des services chez moi, elle vous dira que ce conseil est programmé depuis le mois de septembre, la date n'a jamais bougé. Alors, on en vient au déroulement de la primaire, justement. Donc, votre projet, vos propositions, vos différences par rapport aux autres candidats et éventuellement vos objectifs, Françoise Fresso. Un score de 10%, c'est ce que vous visez? Est-ce que c'est pas un peu optimiste?
Et pourquoi 10% d'ailleurs? Parce que symboliquement, c'est comment dire presque le score à partir duquel on peut commencer à infléchir vraiment le résultat. Même si par ailleurs, ça dépend aussi beaucoup du score des autres candidats, puisqu'il y a des cas dans lesquels 1% c'est un trésor et des cas dans lesquels 10% ça ne vaut rien. Il y en a même avec 5% qui sont devenus Premier ministre. Et vous voyez, donc effectivement, toutes les configurations sont possibles. Non, ce qui m'importe, c'est d'avoir la possibilité, encore une fois, d'infléchir sur le projet de celui ou celle qui gagnera. Je dis 10% parce que c'est un objectif facile à comprendre. Je pense par ailleurs que 300 000 voix, si on parle de 3 millions d'électeurs, ce qui est l'hypothèse qui semble se confirmer. Enfin, j'ai vu une enquête de l'IFOP de ce week-end, je crois, qui disait, bon, 3,5, ça ne change pas beaucoup les choses. Ça veut dire 300 ou 350 000 électeurs. Je pense que c'est parfaitement atteignable. Et puis, nous verrons bien. Cela dit, je n'en fais pas non plus un objectif en dessous duquel je tomberai en dépression, parce que ça n'est pas comme ça. C'est un marqueur, si vous voulez, qui permet de... Mais c'est 300 000 voix ensuite. Autant être clair. Vous dites qu'il faut de la clarté, etc. Mais au soir du premier tour de la primaire, vous allez les apporter à Nicolas Sarkozy. Mais non. Certains disent, sans mauvais jeu de mots, certains disent que vous êtes un sous-marin de Nicolas Sarkozy. Oui, c'est beaucoup d'honneur. C'est beaucoup d'honneur. Mais non, c'est pas le cas. Vous allez choisir Sarkozy par rapport à Juppé. Ça n'est pas comme ça que ça va se passer, je répète. Mais entre les deux, vous avez fait votre choix quand même, Monsieur Poisson. Dites-moi, posez toutes les questions, Raphaël. Une fois que vous aurez posé la dernière, je répondrai. Vous allez leur écrire une lettre et demander. Je vais écrire aux deux candidats. La loi Taubira. Alors, on va aller dans l'ordre. On va prendre un certain nombre de dossiers, on va vous poser des questions. Donc, Yael. Voilà. Est-ce que vous, dans le courrier que vous ferez aux candidats dans l'entre-deux tours, aux deux finalistes, vous parlerez de l'abrogation de la loi Taubira? Je n'en sais rien. Vous verrez le moment venu ce qu'il y aura dans cette lettre. Je la rendrai publique, ne vous inquiétez pas. La saisine sera publique, les réponses que je recevrai seront publiques, et donc la décision que nous serons amenés à faire. Mais le combat, c'est votre combat, celui-là. Sur ce point, ça fait partie des choses, oui. Vous avez encore participé à la manifestation récemment. Donc, par rapport à M. Fillon, qui lui veut une abrogation partielle, une réécriture, on va dire, sur l'adoption, vous voulez l'abrogation totale. C'est-à-dire que les couples homosexuels qui peuvent se marier actuellement, qui peuvent entre 2013 et 2017, ne le pourront plus à partir de 2017 si vous êtes président de la République. C'est ça. Et ils ne pourront plus adopter non plus. Non plus, c'est ça, exactement. Donc s'ils ont adopté un enfant, par exemple, ils ne pourront pas en adopter un deuxième. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on fera de ce qui s'est passé avant? On maintient en l'état, parce qu'il y a un principe général du droit en France qui prévoit, d'ailleurs c'est très bien ainsi, qu'il n'y a pas de rétroactivité en matière civile sur l'état des personnes. Donc on ne pourra pas démarier ceux qui sont mariés, ni désaffilier ceux qui sont affiliés. Mais on arrête la possibilité de mariage. Qui se marie, par exemple, un couple homosexuel qui se marie le 30 avril 2017 pourra le faire, et le 15 mai il ne pourra plus. Oui, à supposer qu'on puisse abroger un si jour. vous allez très vite. Mais oui, c'est ça, oui, parce que je continue de considérer qu'il y a... une rupture d'égalité, donc? Non, il n'y a pas de rupture d'égalité. Il y a des tas de dispositions dans la loi française qui sont valables jusqu'à une certaine date, qui ne le sont plus après une autre date. Tout ça est très courant. Si on veut faire un petit parallèle historique, c'est un petit peu comme Louis XVIII quand il avait supprimé le divorce, qui avait été mis en place par la Révolution. Enfin, je veux dire, d'un seul coup, hop, les gens ne peuvent plus faire ce qu'ils pouvaient faire. Oui, mais il faut s'entendre. Moi, je considère depuis l'origine, et vous avez suivi le débat dans l'hémicycle, depuis l'origine, que le principe même de la loi Taubira porte un certain nombre de dangers pour l'équilibre social, sur la filiation, à terme, sur la question des mères porteuses, et donc sur une accélération de la marchandisation des êtres humains. C'est ma conviction. Ne me demandez pas de concilier avec une loi qui porte ça. Et donc un mariage simple entre deux hommes ou entre deux femmes, qu'est-ce que vous leur proposez à la place? Rien, il y a le Pacs qui existe. C'est contre. Mais il existe. Le mariage, il existe aussi. Oui, mais le Pacs n'est pas une union institutionnelle entre deux personnes de même sexe et n'ouvre pas droit. En gros. Quand on reprend 20 ans en arrière... Il va falloir que vous arrêtiez de me couper au milieu de mes réponses, monsieur, parce que c'est compliqué. S'il vous plaît. Désolé. Le Pacs n'ouvre pas de droit à la filiation. Et de mon point de vue, il y a deux problèmes dans le mariage homosexuel. Le premier problème, c'est que ça affaiblit l'institution matrimoniale en tant que telle. Et le deuxième, c'est que ça ouvre des droits sur le plan de la filiation. Et donc, le Pacs existe. J'étais, c'est vrai, opposé à son principe, mais je constate que ça n'est pas une union institutionnelle de deux personnes de même sexe qui est le problème que nous traitons aujourd'hui. Donc, là encore, c'est une position qui est absolument constante de ma part, sur laquelle je n'ai pas changé. Et a priori, les autres candidats qui ont une chance d'être au second tour n'abrogeront pas le mariage homosexuel. Ils ne sont pas partis pour, non, ça c'est certain. Donc il faut faire 10% pour infléchir. Écoutez, je verrai comment on traite cette question, mais en tout cas, je défendrai ce sujet jusqu'au bout. Pour ou contre l'avortement?
Je suis opposé à toute forme de suppression d'une vie humaine, quel que soit le motif. Donc vous reviendriez sur la loi ? Non, j'ai dit que par ailleurs il y avait une telle difficulté à aborder ce sujet dans l'espace public que la bonne solution me paraît être, quand je tire les conséquences de ce que j'entends, y compris d'ailleurs au sein de la majorité aujourd'hui, y compris au moment du débat que nous avons eu dans l'hémicycle il y a maintenant presque 2 ans, que la gravité de l'acte que représente l'avortement, tout ce qui est autour et qui effectivement empêche de considérer comme un acte banal, je reprends d'ailleurs les mots même de Madame Veil à ce sujet, invite à considérer que cette fragilité, cette détresse dans laquelle la femme se trouve en devant prendre ce choix, dans l'immense majorité des cas, est en réalité la seule Donc ce qui ne soit pas, ce que font les Polonais, oui, est en réalité la seule qui ne soit pas accompagnée. Et moi, je veux que la France, qui s'enorgueillit d'accompagner ces différentes détresses et ces fragilités, accompagne aussi D'accord. davantage et mieux la détresse de la femme qui voudrait. En gros, Davantage et mieux la détresse de la femme qui voudrait pouvoir mener sa grossesse à terme, mais qui ne le peut pas parce qu'on ne lui propose rien. Donc. C'est pour ça que je dis, la réduction du nombre d'avortements doit être un objectif de santé publique dont tout le monde se féliciterait, parce que par ailleurs, je considère que la vie d'un enfant est une chose extrêmement précieuse pour le corps social et qu'il faut favoriser sa venue. Y compris quand il s'agit d'une femme qui a été violée. Mais encore une fois, il s'agit d'accompagner les femmes qui souhaitent donner la vie à leur enfant. Il s'agit simplement de ça. Éviter que le seul choix possible. Non, mais quand une La femme a question été est précise. violée. Vous voyez en Pologne le gouvernement. Non, mais je ne suis pas en Pologne, monsieur Gauche, je suis en France. C'est ce qui oui, mais intéresse. est-ce que vous savez qu'eux sont courageux de faire ça? Je suis en France. En France, la seule solution, dans l'immense majorité des cas, proposée aux femmes enceintes qui n'ont pas attendu cette grossesse, qui voient qu'elles menacent de bouleverser leur vie, parfois de la mettre en l'air, parce que c'est comme ça que ça peut se passer. Et ça existe, ces situations-là, malheureusement. La seule solution qu'il leur est proposée, Non, mais là, c'est je vous de parle mettre d'une fin à femme la vie de violée l'enfant. en cas de viol. Mais monsieur, je suis en train de vous dire que ça dépend de la volonté de la femme. Accompagner la Non, mais volonté il y a de mettre au une monde. femme violée, elle veut pas d'enfant. Mais vous n'en savez rien. Ah bon? Non, vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Elle a été victime d'un crime. Si elle ne veut pas d'enfant, qu'est-ce qui se passe? Vous l'interdisez d'avorter? Mais où est-ce que qui a parlé de... Non, mais je vous pose la question. Mais j'ai déjà répondu. Je suis sur le développement de logique d'accompagnement de la vie parce que pour l'instant... Si on veut résumer le plus honnêtement possible votre position, c'est vous êtes contre l'avortement, mais Oui. en gros vous dites que c'est trop tard pour le supprimer. C'est même pas le sujet. Je n'aime pas cette idée de voir supprimer une vie humaine, quelle que soit la raison. Alors on poursuit. Vie humaine Et donc, toujours. en fonction de ça, je souhaite que le regard porté sur la détresse des femmes enceintes change. Parce que le seul regard social qu'on porte, c'est mettre fin à la grossesse. Et je pense que c'est un échec social. On poursuit toujours, ça concerne aussi les vies humaines. Françoise Fréchot. Suite de vos prises de position, le terrorisme tout d'abord. Quelle politique à l'égard des fichiers S? Une politique de contrainte et de surveillance renforcée. Sans aucun doute, je ne crois pas à la technique qui consisterait à les interner ou à les enfermer, parce que je suis là encore absolument opposé à ce qu'on puisse enfermer quelqu'un sans jugement préalable ou sans décision de justice. Donc je n'aime pas cette idée d'enfermement. Je pense par ailleurs que dans les fichiers S, il y a énormément de situations différentes. On le sait bien, on peut être fichier S pour des tas de motifs différents. Certains d'ailleurs ne représentant aucun danger de sécurité pour l'ordre public en tant que tel, ni l'intégrité physique de nos concitoyens. Donc il y a une trop forte dramatisation autour du sujet? Non, je pense qu'une attention spéciale doit être portée à un certain nombre d'entre eux, clairement. Et sans tomber dans le roman de série noire, les policiers français savent très très bien mettre quelqu'un sous pression quand ils ont envie d'obtenir des informations et surveiller un certain nombre de malfrats de plus près. Donc je pense que c'est la réorganisation de nos services de renseignement qui est en jeu en réalité. Je pense que il y a un enjeu très clair dans le prochain mandat de revenir sur un livre blanc du renseignement et de faire en sorte que les choses soient organisées différemment pour qu'on les surveille mieux. Alors prochain mandat justement, Yael Gauze. En ce moment, ce à quoi on assiste dans la campagne de Nicolas Sarkozy, il a trouvé son punching ball, ça va être comme ça tous les jours jusqu'au 27 novembre, c'est François Bayrou, sparadrap, disent les sarkozystes d'Alain Juppé. Est-ce qu'il a raison, selon vous, Nicolas Sarkozy, de taper aussi fort sur le président du MoDem? Le fait de taper fort sur tel ou tel ne fait pas partie de ma manière ne relève pas de ma manière de faire de la politique. Je n'aime pas ça. Taper sur les personnes, c'est pas ni mon style, ni mon souhait. Je préfère encore une fois débattre des idées.
Mais il parle des par idées, ailleurs, il parle des idées aussi, Nicolas par Sarkozy, ailleurs, que- c'est M. Bayrou et le punching ball de M. Sarkozy, M. Macron et le punching ball de M. Bayrou, M. Valls et le punching ball de M. Macron. Enfin, il y a une série là. Non, mais il en liste, enfilade il de- liste les C'est pas sujets, comparable, il liste c'est pas les le même sujets camp. de divergence. Ben, c'est pas le même camp peut-être, mais Ils sont pas- Monsieur ils sont Poisson, pas Monsieur adversaires. Poisson. qui n'est pas adversaire? Eh bien là, vous parliez par exemple de M. Bayrou et de M. Macron. Hein, ils ne sont pas adversaires pour Pas l'instant. pour l'instant, mais il pourrait le devenir. Enfin, entendre Non, mais il donne la des dureté des arguments. propos de François Bayrou contre Je vais au bout de Emmanuel ma Macron. question, pardonnez-moi, au bout de ma question. François Bayrou, Oui. pour Nicolas Sarkozy, c'est le droit de vote des étrangers, c'est la proportionnelle, c'est une nouvelle tranche d'impôt sur le revenu, une tranche supplémentaire. Oui, autant de sujets sur lesquels je suis en désaccord profond avec M. Bayrou, certainement. Et donc vous rejoignez Nicolas Ah, Sarkozy. mais quand sur il dit que le désaccord sur les idées, oui. Oui, Mais est-ce c'est- que le c'est- désaccord sur les idées, ça je vous l'ai dit, est-ce que le désaccord sur les idées doit aller, jusqu'à en faire une affaire de boxe ou de... Voilà. Non, mais c'est Non, pas mais ça. ça l'intrus devient de une la affaire de primaire, style. François Bayrou est-il l'intrus de cette primaire? Est-ce que vous demandez à Alain Juppé de clarifier au moins sa relation avec... Moi, je pense qu'effectivement, dans la mesure où M. Bayrou ne s'est pas porté candidat à la primaire, sans doute pour permettre à M. Juppé d'y prendre son essor, la juste contrepartie consistera évidemment à ce que M. Bayrou s'abstienne de participer à la présidentielle si M. Juppé ne gagne pas la primaire. Ce serait au moins clair et honnête. Et vous n'en avez pas la garantie pour l'instant. Mais personne ne l'a. Et j'ai même plutôt des indications qui me conduisent à penser le contraire. Et qu'est-ce que vous attendez d'Alain Juppé, dans le cadre du débat d'ailleurs que vous allez faire avec lui demain soir jeudi? Qu'est-ce que vous souhaitez que monsieur Juppé dise à propos du soutien de François Bayrou? Ah ben je pense qu'il faut qu'il clarifie la situation. De quelle clairement. manière De quelle manière Comme ça, En disant quoi en invitant François Bayrou à ne pas se porter candidat si Alain Juppé lui-même ne gagne pas la primaire. Ça me Ah, vous paraîtrait- attendez ça de lui? Ça me paraîtrait honnête Et et clair. s'il le dit pas, c'est un problème. Ben, c'est un problème. S'il ne le dit pas, ce sera une clarification qui n'aura pas eu lieu. Voilà, que voulez-vous que je vous dise? C'est un problème parce que la mécanique de la primaire a été inventée pour éviter les affrontements fratricides au premier tour des présidentielles. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Ça voudrait dire que Vous ne ça n'est clarifiez pas rien allé au bout. sur Civitas et lui, il faut qu'il se clarifie. Mais monsieur, sur Bayrou. j'ai clarifié sur Civitas. Pas parce que la formulation que j'ai employée n'est pas celle que vous dites que la clarification n'a pas été faite. Alors, on poursuit. Donc, on a entendu parler cette semaine de Nini, de la part de Nicolas Sarkozy. On a aussi vu que Valérie Pécresse rejoignait Alain Juppé. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'elle est élue comme vous des Yvelines, Evelyne, Valérie oui. Pécresse. Oui, elle a même été longtemps notre présidente de fédération. Je sais pas, il faudrait que je puisse en parler directement avec elle pour comprendre. Mais Vous regrettez son choix? il me surprend. Pourquoi Il me surprend Pourquoi parce qu'elle était un élément important de l'équipe de François Fillon et dans une proximité avec François Fillon qui était quand même un élément acquis en quelque sorte et Oui. enfin solide. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé, donc avant de faire quelques commentaires que ce soit, j'ai besoin d'en Elle a parler. obtenu- Retournement elle a de obtenu des veste, garanties. Je ne sais pas. Vous la verriez bien Premier ministre, Madame Je ne sais pas. Pécresse Oh, mais elle est présidente de région, elle a déployé beaucoup d'énergie pour le devenir et elle l'est devenue avec succès, Avec le concours du MoDem d'ailleurs. et avec de mon Marielle soutien, Sarnez. et avec le concours du MoDem, et également celui du Donc, Parti la droite peut chrétien-démocrate, gouverner, absolument. ou en tout cas localement avec le MoDem. Ah, mais la droite peut gouverner parfaitement avec le MoDem, il n'y a aucun problème. Enfin, sur des enjeux locaux de toute façon qui sont Et l'expression nationaux même de l'intérêt général, pourquoi pas nationaux, à condition que le MoDem joue le jeu. Il reste 3 semaines de campagne. Comment vous sentez la dynamique actuellement? C'est très difficile à dire parce que il me semble que à la fois les Français, dans les réunions publiques que j'anime en tout cas, c'était vrai encore à Moscou où j'étais avec les Français de Russie la semaine dernière, ils ont besoin. Il y a une très grande attente sur les sujets régaliens, ce qui justifie que j'ai axé une partie de mon projet sur la reconstitution de la force de l'État ou de sa capacité à protéger le peuple et nos intérêts nationaux. Il y a une très grande attente aussi sur les sujets institutionnels, curieusement. Ce qui me surprend, j'ai jamais... Y compris à Moscou? Ah oui, oui, bien sûr, oui, y compris à Moscou, évidemment. Alors, et par ailleurs, sur la politique étrangère de la France également, là, à Moscou, dans les circonstances actuelles, bien entendu... Et les c'est Français un de sujet Moscou, qui ils ont est, apprécié que vous soyez allé qui est retourné... à Damas rencontrer Bachar el-Assad? Ah oui, 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 mais il y a beaucoup de Français qui ont considéré qu'il n'était pas inutile d'aller rencontrer le président syrien. Et en tout cas, encore une fois, c'est pas parce qu'on discute avec quelqu'un qu'on est forcément d'accord avec lui ou avec sa manière de faire. On vous a demandé tout à l'heure qu'est-ce que vous pourriez demander comme gage de soutien
entre les deux tours de l'élection. Est-ce que vous pourriez demander des investitures pour le Parti chrétien-démocrate aux législatives? Ça relève pas de cette mécanique-là. Et ensuite, il y a pas de... On verra, ça fait partie de discussion entre les formations politiques. Cette question sera posée à un moment ou à un autre, mais certainement pas dans le cadre de la primaire. mais vous excluez de demander des Certainement investitures? pas dans le cadre de la primaire. Oui, mais ensuite. Ah non, j'exclus pas, bien sûr. Puisqu'Alain Juppé dit si je gagne, en décembre, je reverrai les investitures. Bah, écoutez, il les reverra. Il faudra des sièges pour vous ou pas? On discutera avec lui à ce moment-là. On a discuté habituellement avec les responsables des Républicains. Jusque-là, si monsieur, Il faut bien qu'il y ait une suite. si monsieur Juppé gagne la primaire, ça ne fait pas de lui ni le président de la commission d'investiture, ni le président des Républicains. Alain Juppé, toujours. Et le fait qu'il a rencontré Ludivine de la Rochère par l'entremise d'Hervé Mariton, est-ce que ça vous le rend pas plus sympathique? Ça dépend de l'objectif et de la rencontre. Moi, je suis attaché à l'abrogation de la loi Taubira, je vous l'ai dit. Je suis attaché et défenseur d'une politique familiale active et qui replace la famille au cœur des décisions publiques. Comme M. Mariton qui a choisi Alain Juppé. Oui, de manière surprenante, parce que M. Juppé n'est pas favorable à ça. Donc c'est très bien. Moi, je trouve normal que Mme de la Rochère rencontre les responsables politiques. Ça vous a surpris pays. que Hervé Mariton, vous étiez surpris par Valérie Pécresse? Oui, Par Hervé Mariton aussi, oui, ça vous a surpris? Oui, ça m'a surpris. Vous lui avez dit? Bien sûr, oui. Il aurait dû venir vers vous? Je ne sais pas. En tout cas, c'était sans doute le choix le plus étonnant qu'il était susceptible de faire dans la primaire. Ministre en 2017, ça fait partie de vos objectifs, vous? Ah non, pas spécialement. Non. Pas spécialement, mais pas spécial. Non, mais ça dépend de pour qui, pourquoi faire, avec qui. Mais c'est comment. quoi le dossier pour vous, le dossier très important pour la France aujourd'hui? Si vous deviez en soutenir un, c'est lequel? Le rétablissement du service national, quitte à vous surprendre. Qui va et je vois que je proposent suis en train de vous surprendre. Oui, qui va. Ministre de la Défense de M. Sarkozy. Non, écoutez, soyons circonspects et traitons les choses dans l'ordre. Je n'ai pas cette ambition, je ne l'ai demandé à personne, personne ne me l'a proposé. Si ça doit se faire, ça se fera peut-être. Et en tout cas, je ne suis pas prêt à tout pour ça, si c'est le sens de votre question. Alors, ma seule ambition, c'est d'être réélu dans ma circonscription, député des Yvelines, et de continuer à présider le Parti chrétien-démocrate. Le reste, après, suivra ou pas. Mais je reviens sur le service national, c'est une œuvre d'éducation, de cohésion sociale, d'accélération de l'autonomie pour les jeunes, d'apprentissage, d'occasion d'apprentissage social et professionnel qui n'a pas d'équivalent, qui coûte beaucoup moins cher que le coût social de son absence. Et c'est la raison pour laquelle c'est une des réformes phares sur lesquelles je me suis engagé. Alors, là, on va vous poser quelques questions peut-être d'actualité pour conclure. Françoise Fressoz. La jungle de Calais est aujourd'hui rasée. Est-ce que vous reconnaissez la jungle de Calais, pardon. Est-ce que vous reconnaissez que c'est un succès pour le gouvernement? C'est bien d'avoir réussi à raser la jungle. Je ne sais pas ce que sont devenus les 200 mineurs qui se promènent dans la nature et dont on a perdu la moitié visiblement en 48 heures, qu'on va malheureusement pour certains retrouver probablement dans les réseaux de prostitution infantile du nord de la France ou du bois de Boulogne. C'est la fin d'un drame qui était une honte pour la France. Je ne suis pas sûr que la fin de ce drame suffise à dire que c'est un succès pour le gouvernement. La manière dont il a traité les collectivités territoriales dans cette affaire est insupportable. Et pour finir en quelques mots sur ce sujet, j'ai l'expérience dans ma circonscription d'avoir accueilli des migrants, d'avoir permis leur accueil, ou en tout cas d'avoir favorisé, soutenu. Quand on fait appel à la générosité des Français, ils répondent. Et c'est formidable. Et quelques mois plus tard, ça c'était il y a 1 an, quelques mois plus tard, des migrants qui étaient partis après en province sont revenus pour une fête de village. Ils parlaient français, ils ont remercié les familles et petit à petit, ils entrent dans la société française avec succès. C'est ça qu'il faut viser. Si on fait appel à la générosité volontaire des Français, ils répondent et c'est formidable. Si on fait appel aux collectivités locales, il y en a qui seront volontaires, elles répondront et ce sera formidable. Si on plaque, comme le gouvernement le fait, en imposant au marteau le fait d'accueillir dans le désordre sans place, au point que de temps en temps, des personnes qui habitent des logements sociaux aujourd'hui en sont expulsées pour permettre que des migrants y arrivent. Ça, c'est exactement... Vous êtes sûr de ça? Oui, ça existe, il y a des témoignages. Vos confrères de la télévision ont filmé des réunions publiques dans lesquelles les choses se sont produites ainsi. Et ça ne m'étonne pas, parce que c'est pareil pour les places en université, c'est pareil, on a fait des choses qui bousculent, y compris un certain nombre de personnes qui attendent depuis longtemps des places à droite. Alors, le cas de Paris, justement, là-dessus... alors oui, ça c'est... Anne Hidalgo, la maire de Paris a écrit au gouvernement pour que soient mises à l'abri les 2500 personnes qui se trouvent en ce moment dans des camps de fortune vers la place Stalingrad. Est-ce qu'elle a raison de demander au gouvernement cette mise à l'abri rapide? Mais bien sûr qu'elle a raison. Enfin, on va pas
On ne va pas laisser des personnes mourir de froid, vivre dans des conditions insupportables. J'y suis allé, moi, place Stalingrad, comme je me suis déplacé à Calais. Donc j'ai voulu aller toucher du doigt et voir par moi-même. C'est absolument normal que nous traitions de manière décente, il n'y a pas de choix là-dessus, les migrants qui sont sur notre sol. Ça, c'est notre devoir d'humanité. Je continue de penser toutefois qu'on ment aux migrants, d'où qu'ils viennent, en leur disant « vous avez un avenir en France ». Parce qu'au quotidien, nous prouvons que, sauf exception, nous n'avons pas les moyens de leur fournir un avenir durable. Donc il faut trouver l'équilibre entre, d'un côté, arrêter cette politique de migration que la France ne peut plus supporter, même pas financièrement ou matériellement, et d'un autre côté, traiter ceux qui arrivent ici de la manière la plus digne qui soit. Je pense que cet équilibre-là est la bonne solution. On arrive à la fin de l'émission. Autre question d'actualité, les policiers. On voit finalement que le mouvement des policiers continue, en dehors de tout cadre syndical, et malgré ce qui a pu être apporté la semaine dernière, apparemment c'est pas suffisant pour eux. Est-ce que vous les soutenez, les policiers ? Oui, je les soutiens. Pour deux raisons. La première, c'est que leurs revendications sont des revendications de considération, d'estime et d'attention. Et ça, c'est respectable. Ils ne demandent pas d'abord des moyens supplémentaires ou de l'argent. Oui. Ils demandent simplement des équipements pour faire leur métier, de la considération et de l'écoute de la part de leur hiérarchie. Et le droit de se défendre. Et le droit de se défendre qui est indispensable compte tenu de l'évolution de la violence qui s'oppose à eux désormais. Et ça, ce sont des demandes légitimes. Donc je les soutiens. La surdité et l'aveuglement du gouvernement et de la majorité sur cette situation ils ont dégagé un plan de 250 millions d'euros. Oui, écoutez, on va voir avec on le paye et comment on se mettra en œuvre, parce que tout ça prend du temps, la plupart du temps. Mais jusqu'ici, quand on a abordé ces sujets dans l'hémicycle et en commission des lois, on n'a pas reçu de la part de la majorité un écho aussi favorable que ça. Dernière question, Monsieur Poisson. Entre Trump et Clinton, vous choisissez qui ? Je suis très très embêté de choisir, parce que si j'étais américain, franchement, je me poserais beaucoup de questions. Mais je ne suis pas américain, et j'ai toujours dit que pour les intérêts français et européens, l'interventionnisme sans limite de Mme Clinton était un danger, et donc, du point de vue français ou européen, ma préférence irait vers M. Trump, qui n'entend pas s'occuper des affaires du monde entier, mais s'occuper d'abord des Américains. Et moi, comme Français, ça me va très bien. Voilà, c'était la phrase de conclusion, M. Poisson. Merci, c'est la fin de Question Info. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous être fidèles. J'ai signé la charte des primaires, et pour des questions qui tiennent, des raisons qui tiennent, au devoir que je me fais de respecter mes engagements, je soutiendrai celui qui aura gagné la Pour primaire. être parfaitement clair, si c'est Juppé, vous soutenez Alain Juppé. Alain Juppé, je soutiendrai Alain Juppé. En particulier, mes amis et mes soutiens ne comprendraient pas que je ne respecte pas mes engagements, parce que c'est ma ligne personnelle. Maintenant, donc vous dites plus sur Juppé, on verra. Maintenant, j'aimerais pouvoir le faire pour des raisons politiques, plus nombreuses que les raisons éthiques qui me pousseront à le soutenir. Alors on parlera après justement des différences de programmes, de projets, des différences politiques entre vous. On poursuit avec Frédéric Dumoulin. Deuxième petite clarification, vous avez dit sur RTL lundi matin que vous choisiriez le plus honnête entre Hollande et Marine Le Pen. C'est qui le plus honnête en fait ? Ça reste à déterminer. En tout cas, ce qui on n'avait pas compris ça. On avait cru comprendre que pour vous, François Hollande n'était pas honnête et Marine Le Pen était plus honnête. François Hollande a démontré son incapacité à diriger l'État. C'est pas pareil que l'honnêteté, c'est pas le même. Non, mais c'est pas le même concept. Vous parlez d'éthique personnelle. C'est un peu ça aussi. C'est l'éthique personnelle. Je termine ma réponse, si vous voulez bien. François Hollande a démontré son incapacité à diriger l'État. Il n'est pas question que jamais de ma vie je mette un bulletin dans une urne qui porte. À la question d'info, alors il était l'inconnu de la primaire, il est peut-être en train d'en devenir l'intrus. En tout cas, ses propos sur les lobbies sionistes et aussi son indulgence à l'égard du Front National ont l'air de semer le trouble chez ses concurrents républicains. Eh bien, Jean-Frédéric Poisson a-t-il encore sa place dans la compétition ? Le président du Parti chrétien-démocrate est justement candidat à la primaire de la droite et du centre et justement aujourd'hui l'invité de Question d'Info. Et à mes côtés, pour vous interroger, Monsieur Poisson, Françoise Fressos du Monde, Frédéric Dumoulin de l'AFP et Yael Gauze de France Info. Bonjour Jean-Frédéric Poisson. Bonjour. On a l'impression, à vous lire, à vous écouter depuis 10 jours, que vous avez constamment la même technique qui consiste à flirter avec la ligne jaune et hop, vous êtes recadré par la haute autorité et hop, vous rétractez. On aimerait connaître vos vraies convictions, c'est le but de l'émission aujourd'hui. Première clarification qu'on aimerait avoir avec vous, est-ce que vous soutiendrez le vainqueur de la primaire le 27 novembre ? Oui, j'ai dit oui déjà, et à chaque fois qu'on m'a posé la question, je l'ai dit en ces termes. Pas toujours aussi clairement. J'ai une signature, oui, je me suis expliqué sur cette formulation également. J'ai une signature, une parole, personne n'a jamais pu me mettre en défaut
de ne pas avoir respecté l'une ou l'autre porte le nom de François Hollande, pour toutes les raisons qui tiennent à sa manière de diriger, à son absence de volonté politique, à son inconscience dans l'exercice de sa fonction, et tout un tas d'autres raisons qui apparaissent d'ailleurs dans le livre qui a été publié récemment. Maintenant, donc même face à Marine Le Pen même face à Marine, je ne voterai pas François Hollande, jamais. Et vous voteriez Marine Le Pen? Je vote habituellement en raison de convictions qui sont partagées ou pas. Je constate que, et je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, il y a entre le Front National et Marine Le Pen d'un côté et moi de l'autre côté des divergences de principe qui sont, je crois, irréconciliables. Donc même si ça pouvait en théorie s'envisager, je ne vois pas comment je pourrais, dans une élection, faire ce choix. Et quand vous faites ces césures, vous dites jamais François Hollande. Vous dites également jamais un candidat socialiste? Non, Si c'est Manuel Valls, par exemple. Écoutez, moi je fais de ces affaires des questions de projet. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont on voit la France, dont on veut la redresser. Et c'est pour ça, et pour venir vous parler de ça aussi ce matin, je suppose que vous m'avez invité. Donc, c'est pas un problème d'étiquette. C'est même plus un problème de personne, d'une certaine façon. C'est aussi la manière de voir le redressement de notre pays. Vous parlez d'honnêteté. Il y a des socialistes honnêtes ou pas? Oh bah oui, évidemment. Manuel. Je ne suis pas certain qu'on puisse se payer le luxe par les temps qui courent d'empêcher le président de la République, même si je me demande s'il y en a encore un. Mais alors justement, par rapport au président de la République, il y a un certain nombre de déclarations de dirigeants, là on parle des Républicains, Bruno Le Maire qui dit « j'ai plus de respect pour François Hollande ». Vous dites la même chose? Oh oui, mais je crois vous avoir dit il y a quelques secondes que effectivement, il était sans doute le pire président de la République, de la Ve République, et sans doute un des pires de l'histoire de France. Il rendra la France dans un état de défiance, de peur, de division, de fracture sans équivalent. Et en plus, il le fait avec une espèce de négligence et de distance, enfin dans une position de spectateur qui est pour moi très très difficile à comprendre. L'antithèse de la manière dont j'envisage la fonction présidentielle. Autre question concernant le président des Républicains, Laurent Wauquiez. Est-ce que vous diriez comme lui, et il l'a dit devant Gérard Larcher, que s'il arrivait quelque chose à François Hollande, c'est Laurent Wauquiez qui parle, le fait que Gérard Larcher soit le nouveau président de la République ne serait pas forcément une mauvaise affaire, et ce sont des mots de Laurent Wauquiez. Est-ce que vous dites pareil? J'ai beaucoup d'amitié et d'estime pour Gérard Larcher, tout le monde le sait. Oui, vous êtes élu du même département. Oui, on est même dans la même ville. Je pense Valls, si vous pourriez voter pour lui, si le cas se produisait d'un second tour. Écoutez, on verra bien. Enfin, là encore, pour le coup, on verra bien s'il est candidat, s'il passe le deuxième tour, etc. Je m'intéresse encore une fois à la manière dont tous les candidats potentiels voient la réforme. Et on va parler aussi de vous, mais d'abord autre chose. Françoise. À propos de François Hollande, Nicolas Sarkozy ce matin dit François Hollande a commis une forfaiture en révélant des informations qui auraient dû rester secrètes. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Complètement. Et je pense que. Mais complètement, ça veut dire que vous dites quoi précisément? Je dis que ça relève effectivement d'un manquement extrêmement grave au secret qui est le mode normal de l'exercice. Forfaiture ou pas? Ça relève de la justice? Ça devrait pouvoir relever de la haute cour, en tout cas, oui. Ça relève ou ça devrait relever? Je ne sais pas, parce que j'ai pas regardé en détail, mais en tout cas, il y a quelque chose qui touche. Donc après son mandat? Il y a quelque chose qui touche à un manquement extrêmement grave dans l'exercice fonctionnel. Haute course. Donc effectivement, après son mandat. Pourquoi vous n'êtes pas au bout de la logique dès maintenant, c'est-à-dire en activant les articles de la Constitution qui le permettent, un impeachment à la française? Pourquoi vous n'allez pas au bout de cette logique? Parce que, encore une fois, j'ai pas regardé cette question de près. J'ai pas eu le temps d'étudier les différentes procédures. Ces procédures, de toute façon, prennent du temps. Elles sont extrêmement graves et je